Un père noir célibataire et sa fille se font dire qu'ils ne sont pas à leur place, qu'ils devraient utiliser la file d'attente de la classe économique sur un jet privé. Mais ce que le couple arrogant qui a prononcé ces mots ne savait pas, c'est que l'homme qu'il méprisait était le milliardaire propriétaire de toute la compagnie aérienne. Ce n'est pas seulement une histoire de malentendu, c'est l'histoire d'une dignité silencieuse face à un préjugé abject. C'est l'histoire d'un père essayant de protéger sa fille d'un monde qui juge trop souvent sur les apparences. Et c'est l'histoire du moment où cet homme discret décide qu'il en a assez, déclenchant une tempête de rétribution karmique si sévère qu'elle brisera la vie de ceux qui l'ont offensé. Si cette histoire vous touche, aidez-nous à atteindre 1000 abonnés afin que nous puissions continuer à créer plus d'histoires porteuses de sens. Chaque abonnement est un moteur pour continuer et raconter les histoires que personne d'autre ne raconte. L'air de l'aéroport du Bourget, près de Paris, ne sentait pas seulement le kérosène. Il sentait l'argent, un parfum invisible mais palpable, un mélange de cuir coûteux des intérieurs des Bentley en attente, des notes florales flottant depuis des parfums plus chers que l'or, et l'odeur nette et froide de l'ambition. C'était un monde à part, une bulle dorée où le 1% du 1% flottait au-dessus des préoccupations des simples mortels. Pénétrant dans cette bulle se trouvaient Alexandre Dubois et sa fille de 7 ans, Chloé. Pour un observateur non averti, ils auraient pu sembler déplacés. Alexandre portait un simple jean bien coupé, un t-shirt gris anthracite qui épousait sa carrure athlétique, et des baskets confortables et usées. Pas de montre ostentatoire à son poignet, pas de logo de créateur criant pour attirer l'attention. Sa richesse était un murmure silencieux et confiant, pas une sirène assourdissante. Il tenait la petite main de Chloé, son contact doux mais ferme, une promesse silencieuse de protection et d'amour. Chloé, un rayon de vie avec des cheveux tressés en une myriade de styles complexes parsemés de perles colorées, sautillait presque d'une énergie effervescente. Ses grands yeux expressifs balayaient les lieux, admirant les lignes épurées des jets privés garés sur le tarmac, chacun témoignant d'une fortune stupéfiante. « Papa, on va vraiment voir l'eau qui brille », murmura T.L., sa voix pleine de la révérence habituellement réservée aux contes de fées. Alexandre s'agenouilla pour être à sa hauteur. Un sourire chaleureux et sincère se dessina sur son visage, un sourire qui semblait dissiper l'atmosphère guindée du salon privé. « Oui, ma Luciole, dit-il doucement, nous allons en Corse, dans une petite crique spéciale, où l'eau s'illumine comme par magie quand on la touche, juste pour toi et moi. » Ce voyage était un rituel sacré. Chaque année, à l'anniversaire de la mort de sa femme, Alexandre emmenait Chloé dans une aventure. Ce n'était pas pour fuir le souvenir de sa mère, mais pour honorer son esprit, pour tisser de nouveaux souvenirs joyeux dans la tapisserie de leur vie. Sa femme, Léa, avait été l'architecte de son monde, celle qui avait cru en son idée folle d'une entreprise technologique écologique quand ce n'était qu'un rêve griffonné sur une serviette en papier. Elle avait vu le milliardaire en lui bien avant que le monde ne s'en aperçoive. Maintenant, tout ce qu'il faisait, chaque succès qu'il remportait, était un hommage silencieux à sa mémoire. Il avait bâti un empire, non pour le pouvoir, mais pour la liberté que cela lui offrait d'être le père que Léa aurait voulu qu'il soit. Alors qu'ils attendaient dans le salon chic et minimaliste de Ciel du Bois, sa propre compagnie aérienne, Alexandre ressentit une distance familière. Il voyait les autres passagers, les hommes en costume sur mesure et les femmes en robes discrètement élégantes, et il vit les de Vérac. Charles-Henri et Éléonore de Vérac étaient l'incarnation de la vieille fortune. Ils se déplaçaient avec un air de supériorité héréditaire, comme si le monde était leur domaine privé et tous les autres de simples visiteurs. Charles-Henri était grand, les cheveux argentés, son visage un masque d'indifférence blasée. Éléonore,
drapée dans un châle en cachemire crème, avait un visage si expertement retouché qu'il semblait incapable d'un sourire sincère. Ses petits yeux perçants ne manquaient rien et jugeaient tout. Ils étaient assis sur un canapé en cuir, sirotant du champagne, leur conversation un flot de murmures bas et dédaigneux. Quand Alexandre et Chloé entrèrent, les yeux d'Éléonore les balayèrent, une évaluation brève, presque imperceptible, qui les écarta instantanément. Elle se pencha et murmura quelque chose à Charles-Henri, qui leva les yeux, légèrement agacé, comme si un chien errant s'était égaré dans son club privé. Alexandre sentit le changement dans l'atmosphère de la pièce. C'était une pression qu'il connaissait trop bien, le poids subtil mais écrasant du préjugé. Il l'avait ressenti dans les salles de conseil, lors des réunions d'investisseurs et dans les restaurants haut de gamme. C'était la question silencieuse dans les yeux de tous. Comment êtes-vous arrivé ici ? Il l'ignora, concentrant toute son attention sur Chloé. Il sortit un petit carnet de croquis et des crayons de couleur de son sac à dos. « Et si tu dessinais à quoi ressemblera l'eau qui brille » suggéra-t-il. Le visage de Chloé s'illumina, les deux Veyras et leur regard froid complètement oubliés. Elle s'assit aussitôt par terre, la langue tirée par la concentration, et commença à dessiner des tourbillons vibrants de bleu et de vert. Quelques minutes plus tard, une jeune femme dans l'uniforme bleu marine impeccable de Ciel Dubois s'approcha d'eux. « Monsieur Dubois, nous sommes prêts pour votre embarquement. » Alexandre la corrigea gentiment, une habitude qu'il avait pour garder son identité discrète. « Appelez-moi simplement Alexandre. Merci Camille. » Camille, l'hôtesse de l'air en chef, sourit chaleureusement. Elle travaillait pour l'entreprise depuis 3 ans et connaissait les préférences discrètes d'Alexandre. Elle l'admirait non seulement pour son succès, mais pour sa gentillesse et le respect sincère qu'il témoignait à ses employés. Alors qu'Alexandre et Chloé se levaient, main dans la main, Éléonore de Vérac se leva de son canapé. Elle glissa vers Camille, sa voix basse et autoritaire résonnant dans le salon silencieux. « Excusez-moi, » dit-elle, ne s'adressant pas à Alexandre, mais à Camille. « Je pense qu'il y a une erreur. Charles-Henri et moi pensions qu'il s'agissait d'un vol privé. » Le sourire professionnel de Camille se crispa légèrement. « C'est bien le cas, Madame de Vérac. Le G700 est prêt à l'embarquement. » Le regard d'Éléonore se posa enfin sur Alexandre et Chloé, un dégoût profond déformant ses traits. « Alors que font-ils ici ? Ils doivent s'être trompés de porte. Peut-être pourriez-vous les diriger vers le terminal commercial. Je suis certaine qu'ils y trouveront quelque chose de plus à leur convenance. L'insulte, tranchante et froide comme un glaçon. Elle flottait dans l'air, un défi flagrant au droit même d'Alexandre d'exister dans cet espace. Chloé, absorbée par son dessin, ne sembla pas remarquer, mais Alexandre le sentit comme un coup physique. La vieille colère familière, un serpent brûlant, s'enroula dans ses entrailles. Mais il baissa les yeux vers sa fille, vers son visage innocent et joyeux, et il fit un choix. Il ne laisserait pas leur laideur souiller son monde. Pas encore. Il rencontra le regard d'Éléonore avec un masque de calme impénétrable. « Nous sommes sur le bon vol, » dit-il, sa voix égale et stable. Charles-Henri se tenait maintenant à côté de sa femme, un sourire narquois sur les lèvres. Les temps doivent être durs si Ciel Dubois commence à vendre des sièges individuels. Quelle sera la prochaine étape des frais de bagages et des cacahuètes payantes? Le visage de Camille rougit d'un mélange de colère et d'embarras. Elle ouvrit la bouche pour parler, pour défendre son patron, mais Alexandre fit un signe de tête presque imperceptible. C'était sa bataille, à mener à son heure et à sa manière. « Viens, ma Luciole, » dit-il à Chloé, sa voix redevenant chaude et douce, un contraste frappant avec l'atmosphère venimeuse créée par les deux Vérac. « L'avion nous attend. » Il conduisit sa fille vers la porte menant au tarmac,
les regards méprisants des deux Vérac brûlant dans son dos. La tempête n'avait pas encore éclaté, mais les premières gouttes de pluie avaient commencé à tomber. Et Alexandre savait, avec une certitude ancrée jusqu'à la moelle, que ce vol serait tout sauf calme. L'intérieur du Gulfstream G700 était un chef-d'œuvre de conception aéronautique moderne. Ce n'était pas tant une cabine qu'un penthouse volant. Les sièges étaient en cuir italien souple de couleur crème, faits à la main. Les boiseries étaient en noyer foncé poli, et l'éclairage d'ambiance changeait subtilement pour imiter la progression naturelle de la lumière du jour. Une cuisine entièrement équipée était discrètement dissimulée à l'avant, et à l'arrière, une cabine privée abritait un lit queen size. Cet avion était la fierté d'Alexandre, une manifestation tangible du succès qu'il avait bâti de ses propres mains. Il en avait personnellement supervisé la conception, insistant sur un niveau de confort et de luxe qui ferait de chaque voyage une expérience. Quand Alexandre et Chloé montèrent à bord, Chloé resta bouche bée. « Papa, c'est comme un vaisseau spatial !» s'exclama Thiel, son excitation précédente maintenant décuplée. « C'est plutôt spécial, n'est-ce pas ?» répondit Alexandre, son regard balayant la cabine familière. Il ressentit une vague de fierté, mais elle fut rapidement tempérée par le souvenir de la scène dans le salon. Les deux Vérac montèrent juste après, l'air renfrogné. Éléonore inspecta la cabine d'un œil critique, comme si elle cherchait des défauts. Charles-Henri se dirigea directement vers la plus grande paire de sièges, s'affala dans l'un d'eux et sortit un journal financier sans un mot. Alexandre conduisit Chloé à une paire de sièges au milieu de la cabine. Il voulait mettre de la distance entre eux et les deux Vérac, espérant créer une petite bulle de paix pour sa fille. Chloé pressa immédiatement son visage contre le hublot, observant le personnel au sol s'affairer en dessous. Camille, toujours professionnelle, parcourut la cabine, offrant des boissons avant le décollage. Lorsqu'elle arriva aux deux Véras, Éléonore fit un geste dédaigneux de la main. « Juste du champagne, le bon, si vous en avez, du Dom Pérignon millésimé. »« Bien sûr, Madame de Vérac, » dit Camille, sa voix ne trahissant aucune frustration. Lorsqu'elle arriva à Alexandre, elle sourit. « Monsieur, Alexandre, puis-je vous offrir quelque chose, à vous et à Chloé ? Nous avons du jus d'orange fraîchement pressé, du jus de pomme. Un jus d'orange pour moi, s'il vous plaît, mademoiselle Camille, gazouilla Chloé, se détournant un instant du hublot. Juste de l'eau pour moi, merci, dit Alexandre. De l'avant de la cabine, la voix de Charles-Henri tonna de l'eau. Faites attention, il pourrait la mettre en bouteille pour la revendre. Il ricana de sa propre blague. Éléonore se joignit à lui avec un petit rire strident, aussi désagréable que du verre brisé. La mâchoire d'Alexandre se serra. La colère qu'il avait réprimée plus tôt commença à bouillonner. Il avait fait face au racisme toute sa vie, de ses formes les plus flagrantes et hideuses à ses formes les plus subtiles et insidieuses. Il avait appris à le gérer, à l'esquiver, à le surmonter. Mais ici, dans son propre sanctuaire, avec sa fille à ses côtés, c'était différent. C'était plus personnel, plus envahissant. L'avion roula sur la piste et, avec une poussée puissante mais douce, s'éleva dans le ciel. En dessous d'eux, l'étendue de la région parisienne se réduisit, remplacée par une couverture de nuages blancs. Pendant un moment, il y eut la paix. Chloé était captivée par la vue, et Alexandre était perdu dans ses pensées, le faible bourdonnement des moteurs, une berceuse familière. Environ 1 heure après le début du vol, Chloé commença à s'agiter. « Papa, je peux me promener, bien sûr ma Luciole. Fais juste attention. » Elle défit sa ceinture de sécurité et commença à explorer la cabine, ses petits pieds faisant des bruits doux sur l'épais tapis. Elle jeta un coup d'œil dans la cuisine où Camille lui fit un clin d'œil amical. Elle se dirigea vers l'arrière, ses yeux s'écarquillant de curiosité
à la vue de la cabine privée. Alors qu'elle passait devant les deux Vérac, Éléonore la suivit avec la concentration d'un faucon. Quand Chloé s'arrêta pour regarder le motif complexe du tapis, la patience d'Éléonore s'épuisa. Elle ne s'adressa pas à Chloé. Elle ne la regarda même pas. Au lieu de cela, elle éleva la voix et s'adressa à Alexandre, qui surveillait attentivement sa fille. « Pouvez-vous contrôler votre enfant » dit-elle, son ton dégoulinant de condescendance. « Ce n'est pas un parc public. » Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, Charles-Henri intervint. Certaines personnes ne sont tout simplement pas habituées à ce genre d'environnement. Elles ne comprennent pas les règles de bienséance. Alexandre se leva lentement. Il alla vers sa fille et lui prit doucement la main. « Viens, chérie, retournons à nos sièges. » Alors qu'il se détournait, Éléonore lâcha la phrase qui scellerait son destin à jamais. C'était un commentaire si absurde, si illogique dans le contexte d'un jet privé, qu'il ne pouvait n'être que d'un lieu de préjugés purs et sans mélange. « Quand nous atterrirons, dit-elle, assez fort pour que tout le monde entende, peut-être devriez-vous chercher la file d'attente de la classe économique. Je suis sûr que ce sera plus approprié pour vous. » La cabine devint silencieuse. Même le bourdonnement des moteurs sembla s'éteindre. Camille, qui sortait de la cuisine avec un plateau de collation, se figea sur place, son visage un masque d'incrédulité. La file d'attente de la classe économique, sur un jet privé. Les mots flottaient dans l'air, épais et venimeux. C'était l'expression ultime de leur mépris. Une gifle verbale destinée à le remettre à sa place, à lui rappeler qu'à leurs yeux, il n'appartiendrait jamais à cet endroit. Alexandre sentit un calme soudain et glacial l'envahir. La colère était toujours là, un noyau brûlant au centre de son être, mais elle était maintenant enveloppée de glace. Il regarda Éléonore de Vérac, la regarda vraiment, et pour la première fois, il ne vit pas une femme puissante, riche et intimidante. Il vit quelqu'un de petit, de pathétique et de laid. Il n'éleva pas la voix. Il ne répondit pas par une insulte. Il la fixa simplement dans les yeux pendant un long et inconfortable moment. Puis il se détourna et ramena Chloé à leur siège. Il attacha la ceinture de sa fille, ses mouvements précis et délibérés. Il sortit à nouveau son carnet de croquis. « Pourquoi ne me dessinerais-tu pas l'avion » dit-il, sa voix remarquablement stable. Chloé, sentant la tension dans l'air sans en comprendre la source, hocha la tête en silence et se mit à dessiner. Alexandre s'adossa à son siège et ferma les yeux. Il avait passé sa vie à construire des choses, des entreprises, des technologies, un avenir pour sa fille. Il avait toujours cru que le succès était la meilleure des vengeances, que ses réalisations parleraient d'elles-mêmes. Mais à ce moment-là, il réalisa que certaines personnes sont sourdes au langage du succès. Elles ne comprennent que le langage du pouvoir. Et il avait bien plus de pouvoir que les de Vérac ne pouvaient l'imaginer. Le reste du vol se déroula dans un silence tendu. Les de Vérac, apparemment satisfaits d'avoir gagné leur petite escarmouche, reprirent leur conversation à voix basse, jetant de temps en temps des regards suffisants à Alexandre. Ils ne savaient pas qu'ils ne volaient pas simplement dans un jet privé. Ils volaient dans une cage avec un lion qu'ils venaient de piquer une fois de trop. Et la porte était sur le point de se refermer. Pendant l'heure qui suivit, une trêve fragile s'installa dans la cabine du Gulfstream. Les de Vérac, imbus de leur victoire perçue, commandèrent une autre bouteille de champagne et devinrent plus bruyants, leur conversation ponctuée par le rire strident et satisfait d'Éléonore. Ils discutèrent de leurs plans pour l'été sur la Côte d'Azur, se plaignirent de la qualité du service lors d'un récent gala de charité et déplorèrent le déclin des normes sociales. C'était une performance de privilège, avec Alexandre et Chloé comme public captif. Alexandre, de son côté, avait érigé un mur de calme autour de lui et de sa fille. Il aida Chloé avec son dessin,
lui racontant des histoires sur les différentes formes des nuages qu'il voyait par le hublot. Il était l'image même du père patient. Mais sous la surface, une détermination froide se solidifiait. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser passer le commentaire sur la file d'attente de la classe économique. Il ne s'agissait plus seulement de son amour-propre. Il s'agissait du monde qu'il laisserait à Chloé. Il devait lui montrer, non par des mots mais par des actes, que l'intolérance a des conséquences. Le premier signe que leur vol paisible était sur le point d'être interrompu ne fut pas une turbulence, mais un changement subtil dans le ronronnement des moteurs. C'était un léger changement de tonalité, presque imperceptible, une oscillation dans le rythme qu'Alexandre, avec sa profonde passion pour la mécanique et l'ingénierie, remarqua immédiatement. Il avait passé d'innombrables heures avec ses équipes de conception et ses pilotes, apprenant chaque écrou et chaque boulon de sa flotte. Il connaissait le son de ses avions mieux que celui de son propre rythme cardiaque. Il jeta un coup d'œil vers le cockpit, le front plissé par la concentration. Un instant plus tard, le signal de ceinture de sécurité s'alluma et la voix du pilote retentit dans l'interphone. Sa voix était calme, professionnelle, mais elle recelait une tension sous-jacente qu'Alexandre reconnut instantanément. « Mesdames et messieurs, ici le commandant Evans. Il semble que nous ayons une légère fluctuation de la pression d'huile du moteur numéro 2. Il n'y a absolument aucune raison de s'alarmer. Cet avion est parfaitement capable de voler sur un seul moteur. Cependant, par mesure de précaution, nous allons nous dérouter. Nous allons atterrir sur l'aéroport approprié le plus proche, qui est l'aéroport commercial de Nice-Côte d'Azur. Nous nous excusons pour ce désagrément et nous vous acheminerons dès que possible. » L'effet de cette annonce sur les de Veyrac fut immédiat et dramatique. La couleur quitta le visage d'Éléonore. Sa coupe de champagne lui glissa des doigts et se brisa sur le sol, le son anormalement fort dans la cabine tendue. Que veut-il dire? Une fluctuation cria-t-elle, sa voix stridente de panique. Le moteur est en feu. Allons-nous nous écraser? Charles-Henri, malgré son arrogance, avait l'air tout aussi terrifié. Son visage était pâle et couvert de sueur, son journal financier froissé dans son poing blanchi. « C'est inacceptable », fanfaronna-t-il, essayant de retrouver un semblant d'autorité. « J'ai payé pour un vol direct vers la Corse, pas pour un détour d'urgence. » Camille, qui nettoyait rapidement et silencieusement le verre brisé, tenta de les rassurer. « S'il vous plaît, monsieur et madame de Veyrac, restez assis. Le commandant Evans est l'un de nos pilotes les plus expérimentés. Tout est sous contrôle. Mais ils étaient au-delà de la raison. Leur façade de supériorité soigneusement construite s'était effondrée au premier signe de véritables problèmes, révélant la peur nue et laide en dessous. Ils avaient confondu la richesse avec le pouvoir. Et maintenant que leur contrôle perçu leur échappait, ils s'effondraient. En contraste frappant, Alexandre resta parfaitement immobile. Il tendit la main et prit fermement celle de Chloé. « Tout va bien, ma Luciole, » dit-il doucement. « C'est comme quand un vélo a un pneu crevé. On doit juste s'arrêter pour le réparer. C'est une petite aventure. » Chloé, faisant une confiance absolue à son père, le regarda avec de grands yeux curieux, mais sans peur. Elle avait son ancre, et il ne bougeait pas. Alexandre défit sa ceinture et se leva. Camille le regarda, son expression un mélange de surprise et d'inquiétude. « Monsieur, le commandant a demandé à tout le monde de rester assis. »« Je sais, Camille, » dit Alexandre, sa voix basse et rassurante. « Mais je pense que je peux aider. Mettez-moi en communication avec le cockpit, s'il vous plaît. » Camille hésita une fraction de seconde. C'était contre toutes les règles, mais elle avait vu la panique dans les yeux des de Veyrac et le calme déconcertant dans ceux d'Alexandre. Elle fit confiance à son instinct. Elle hocha la tête et appuya sur un bouton du panneau de la cabine. « Commandant Evans, Alexandre Dubois souhaite vous parler. » Le nom fit sursauter les de Veyrac. Charles-Henri s'arrêta au milieu de sa tirade et fixa Alexandre. Dubois répéta « T-il »
un éclair de confusion traversant son visage. Alexandre l'ignora. Il prit le combiné. « Commandant Evans, c'est Alexandre. Faites-moi un rapport. Quelles sont les lectures sur le moteur numéro 2 ?» Au cours des minutes suivantes, une conversation extraordinaire se déroula. Alexandre, l'homme qu'ils avaient relégué à la classe économique, parla avec la fluidité et l'autorité d'un ingénieur aéronautique chevronné. Il discuta de la viscosité de l'huile, de la vitesse des turbines et des données des capteurs. Il ne se contentait pas de comprendre ce que le pilote disait, il l'anticipait, faisait des suggestions et parcourait les listes de contrôle avec une familiarité stupéfiante. « Avez-vous essayé de basculer sur la pompe auxiliaire ?» demanda Alexandre. « Parfois, le capteur principal peut donner un faux positif s'il y a une baisse de pression dans la conduite d'alimentation. » Le G700 a un système redondant pour une bonne raison. Il y eut une pause depuis le cockpit, puis la voix du commandant Evans revint, empreinte d'un nouveau respect. « Nous essayons cela maintenant, monsieur. Un instant. » « Eh bien, je suis sidéré. La pression se stabilise. C'était un capteur défectueux, exactement comme vous l'avez dit. Nous allons quand même atterrir à Nice pour que les ingénieurs y jettent un œil, mais le moteur est en parfait état. » La maîtrise silencieuse d'Alexandre avait fait plus que diagnostiquer le problème, elle avait complètement apaisé la tension dans le cockpit et la cabine. Camille le regardait avec une admiration non dissimulée. Même Chloé semblait comprendre que son père avait fait quelque chose d'important, et elle rayonnait de fierté. Mais les de Veyrac, eux, ne faisaient que regarder fixement. Leur panique avait été remplacée par une confusion profonde et troublante. L'homme qu'ils avaient tourné en dérision, l'homme qu'ils avaient tenté d'humilier, venait de faire preuve d'un niveau de connaissance et de sang-froid qui contredisait complètement l'image qu'ils s'étaient faite de lui. Il n'était pas celui qu'ils pensaient. Il n'était pas celui qu'ils avaient besoin qu'il soit. Le monde qu'ils comprenaient, un monde avec une hiérarchie claire et rigide, où il se situait au sommet, commençait à dévier de son axe. Ils l'avaient supposé en dessous d'eux, un homme simple qui s'était égaré dans leur monde par erreur. Mais son autorité tranquille, sa maîtrise aisée d'une situation complexe et dangereuse suggérait quelque chose de tout à fait différent. Alors que l'avion commençait sa douce descente vers Nice, une pensée nouvelle et bien plus effrayante commença à s'insinuer dans leur esprit. C'était une idée folle, incroyable, mais c'était la seule qui avait du sens. Qui était Alexandre Dubois et qu'avait-il fait? L'atterrissage fut parfait. Alors que le Gulfstream roulait vers le terminal privé de l'aéroport de Nice, les de Veyras restaient assis dans un silence stupéfait. La chute n'était pas venue d'un accident spectaculaire, mais de l'effondrement lent de leurs propres préjugés, et le pire était encore à venir. Dès que le Gulfstream G700 s'immobilisa en douceur sur le tarmac ensoleillé de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, l'air à l'intérieur de la cabine était lourd de questions non posées. La crise immédiate était passée, mais un nouveau drame, plus personnel, était sur le point de se jouer. Les de Veyrac restaient figés sur leur siège en cuir, leur panique précédente remplacée par une terreur grandissante. Ils jetaient des regards furtifs à Alexandre, qui aidait calmement Chloé à ranger son carnet de croquis et ses crayons, comme si rien de particulier ne s'était passé. La porte principale de la cabine s'ouvrit avec un sifflement et la lumière éclatante de la Côte d'Azur inonda l'intérieur. Au bas de l'escalier se tenait un homme en costume impeccable, le visage empreint d'inquiétude. Il était flanqué d'une équipe de personnel au sol et de techniciens qui se précipitèrent immédiatement autour du deuxième moteur de l'avion. L'homme en costume, cependant, ignora l'avion. Ses yeux étaient rivés sur la porte de la cabine. Et au moment où Alexandre apparut en haut de l'escalier, tenant la main de Chloé, l'expression de l'homme se transforma en un profond soulagement. Il se hâta d'avancer, s'arrêtant au pied de l'escalier et levant les yeux. « Monsieur Dubois » appela-t-il, sa voix portant clairement dans la cabine désormais silencieuse. « Monsieur Dubois,
Vous et votre fille allez bien. Le commandant Evans nous a prévenus, mais nous étions tous très inquiets. Je suis Franck Lambert, le directeur régional de Ciel-du-Bois. Nous vous avons préparé un salon et un nouvel avion sera prêt pour que vous puissiez continuer votre voyage vers la Corse d'ici 1 heure. Les mots frappèrent les de Veyrac comme une force physique. Monsieur Dubois. Ciel-du-Bois. Le nom qu'ils avaient vu dans le salon, sur l'avion, sur l'uniforme de Camille. Le nom que Charles-Henri avait utilisé avec tant de mépris quelques heures plus tôt. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un nom de famille commun. C'était un titre. C'était la propriété. Le visage parfaitement maquillé d'Éléonore de Veyrac s'effondra, sa mâchoire tombant littéralement. Le sang se retira du visage de Charles-Henri, le laissant paraître vieux et frêle. L'homme qu'ils avaient méprisé, l'homme à qui ils avaient dit d'aller dans la file d'attente de la classe économique, n'était pas juste un autre passager. Il était le milliardaire qui possédait toute la maudite compagnie aérienne. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent avec une clarté nauséabonde. Ses vêtements simples n'étaient pas un signe de pauvreté, mais celui d'un homme si riche qu'il n'avait pas besoin de l'afficher. Son calme pendant l'urgence n'était pas de la chance, c'était l'assurance tranquille d'un homme qui connaissait ses machines de fond en comble. Sa douce correction à Camille, « Appelez-moi simplement Alexandre », n'était pas une bizarrerie sociale, c'était l'habitude d'un leader qui préférait l'humilité au titre. Ils n'avaient pas seulement été impolis envers un autre passager. Ils avaient insulté l'homme même qui tenait leur confort, leur voyage, et, comme ils allaient le découvrir, leur monde entier dans le creux de sa main. Ils étaient entrés dans la fosse au lion et s'étaient moqués du lion parce qu'il ne rugissait pas, sans jamais réaliser que le silence était la partie la plus dangereuse. Alexandre descendit les escaliers, saluant Franck Lambert d'un signe de tête. « Franck, merci, nous allons tous les deux bien. Le commandant Evans et son équipage ont géré la situation à la perfection. Veuillez leur transmettre mes remerciements personnels. »« Bien sûr, monsieur Dubois, » dit Lambert, son soulagement palpable. Alexandre tourna alors légèrement la tête et regarda en arrière, son regard se posant sur les deux Veyrac, qui se tenaient maintenant immobiles à l'entrée de l'avion. La chaleur et la patience qu'il avait montrée à sa fille avaient disparu. Ses yeux étaient froids, durs et totalement implacables. Il prit la parole, et sa voix, bien que calme, était assez tranchante pour percer le bourdonnement des moteurs voisins. « Monsieur et Madame de Veyrac, je crois que vous aviez quelques inquiétudes concernant le niveau de service de ma compagnie aérienne. » Richard et Éléonore sursautèrent comme s'ils les avaient frappés. Ils descendirent les escaliers en titubant, leur arrogance et leur suffisance complètement dépouillées, les laissant nus et pathétiques. « Monsieur Dubois, » balbutia Charles-Henri, sa voix. « Nous ne savions pas. » C'était un malentendu. Un malentendu, Alexandre répéta la question, la laissant flotter dans l'air chaud et humide. Il fit un pas de plus, les forçant à soutenir son regard. « Non, monsieur de Veyrac, je ne crois pas. Vous avez vu un homme noir et sa fille, et vous avez fait une supposition. Vous avez supposé que nous n'étions pas à notre place. Vous avez supposé que nous étions inférieurs à vous. » Il s'arrêta, laissant le poids de ses mots s'installer. « J'ai fondé Ciel-du-Bois sur une idée simple. Que le luxe n'est pas seulement une question de champagne cher ou de sièges en cuir. C'est une question de respect. C'est créer un espace où tout le monde, peu importe qui ils sont ou à quoi ils ressemblent, se sent bienvenu et valorisé. C'est un sanctuaire contre le genre même de laideur que vous avez apporté à bord de mon avion aujourd'hui. » Éléonore se mit à sangloter, non pas par remords, mais par pure terreur. « Nous sommes terriblement désolés, » murmura-t-elle, les mots sonnant creux et vides de sens. « S'il vous plaît, nous
Nous avons fait une terrible erreur. » Alexandre regarda son visage terrifié, puis celui, blême, de Charles-Henri. Il pensa à sa fille, qui dessinait joyeusement à l'intérieur, toujours protégée du poison qu'il transportait. Il pensa à sa défunte femme, Léa, et au monde de gentillesse et d'égalité qu'ils avaient rêvé de construire ensemble. Et il sut qu'une excuse n'était pas suffisante. Ce n'était pas une erreur à pardonner, c'était une maladie à exciser. « Une erreur, c'est renverser un verre d'eau, Madame de Vérac, » dit Alexandre, sa voix dangereusement douce. « Ce que vous avez fait, c'est révéler exactement qui vous êtes. Et je vous crois. » Il se tourna vers Franck Lambert qui attendait. « Franck, » ordonna Théil, sa voix passant à celle d'un PDG habitué à donner des ordres. « Veuillez faire sortir les bagages de Monsieur et Madame de Vérac de l'avion. Ils ne continueront pas leur voyage avec Ciel Dubois, ni aujourd'hui, ni jamais. » Il marqua une pause, puis asséna le coup de grâce dévastateur. « Et veuillez les guider vers le terminal commercial. Je suis sûr qu'ils pourront y trouver un vol avec une file d'attente en classe économique plus adaptée à leurs besoins. » Il avait retourné leurs propres mots contre eux, et l'impact fut terrible. Ce n'était pas seulement une réprimande, c'était un jugement. C'était le son de leur monde doré se brisant à leurs pieds. Alors qu'Alexandre tournait le dos et se dirigeait vers le salon frais et silencieux avec sa fille, laissant les de Vérac humiliés sur le tarmac brûlant, il savait que ce n'était que le début. La rétribution qu'ils avaient si nonchalamment semée était sur le point de leur revenir au centuple. Le ciel n'était que la première chose qu'ils allaient perdre. L'humiliation des de Vérac sur le tarmac fut rapide et totale, mais ce n'était que le premier acte d'un drame bien plus vaste et dévastateur. Alors qu'on les escortait, dans un état de stupeur silencieuse, vers l'agitation chaotique de l'aéroport principal de Nice pour trouver un vol commercial, leur monde avait déjà commencé à s'effondrer, bien qu'ils n'en connaissent pas encore toute l'étendue. De retour dans le salon privé serein de Ciel Dubois, Alexandre s'assura que Chloé était confortablement installée avec une glace et de nouveaux dessins animés sur une tablette. Il la regarda un moment, son rire innocent un baume pour ses nerfs à vif. Puis, il se retira dans un bureau privé, l'air frais et les murs insonorisés, un monde à part du chaos émotionnel des dernières heures. Il s'assit derrière le grand bureau en acajou, son attitude passant de celle d'un père protecteur à celle d'un homme d'affaires impitoyable. Le temps de la dignité silencieuse était révolu. C'était l'heure des conséquences. Il sortit son téléphone et passa son premier appel. C'était à Marc Fournier, le PDG d'Innovatech, l'un des plus grands incubateurs technologiques de son portefeuille. « Marc, » dit Alexandre, sa voix calme et maîtrisée. « J'ai besoin que tu retires le dossier sur la fusion en cours avec Vérac Capital. » « Oui, celle dirigée par Charles-Henri de Vérac. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Marc, un dirigeant avisé et loyal, connaissait le ton d'Alexandre. Ce n'était pas une demande ordinaire. Y a-t-il un problème? Alexandre, disons que j'ai eu une interaction personnelle avec Monsieur de Vérac qui me laisse de sérieux doutes sur son caractère et son jugement, dit Alexandre d'un ton neutre. Je veux que tu gèles l'accord indéfiniment, avec effet immédiat. Et je veux que tu fasses fuiter aux échos qu'Innovatech réévalue la compatibilité éthique de ses partenaires. Utilise ces mots exacts. Considère que c'est fait, répondit Marc sans hésitation. Il savait qu'il ne fallait pas remettre en question un ordre direct d'Alexandre Dubois. L'accord avec Innovatech était le chef-d'œuvre de Charles-Henri de Vérac. C'était une fusion à 9 chiffres qui devait être le couronnement de sa carrière, cimenter son héritage et lui assurer une manne financière colossale. Le geôlet était un coup de massue. La fuite sur la raison, cependant, était une attaque de précision chirurgicale sur sa réputation. Dans le monde impitoyable de la haute finance, le moindre soupçon d'incompatibilité éthique était une condamnation à mort. Le deuxième appel d'Alexandre fut pour une femme nommée Isabelle Rousseau,
un nom murmuré avec un mélange de crainte et de respect dans les cercles d'élite de Paris et de la Côte d'Azur. Isabelle n'était pas une publiciste au sens traditionnel du terme. C'était une gestionnaire de réputation, une arrangeuse, une femme qui savait où tous les squelettes étaient enterrés parce que, le plus souvent, elle avait été payée pour les y mettre. Elle devait une énorme faveur à Alexandre, après qu'il eut discrètement sauvé son fils d'une affaire désastreuse. « Isabelle, dit Alexandre, j'ai une histoire pour toi. Elle concerne un couple nommé Charles-Henri et Éléonore de Vérac. » Il raconta les événements du vol, des regards condescendants dans le salon aux commentaires sur la file d'attente de la classe économique. Il n'eut pas besoin d'enjoliver ou d'exagérer. La simple et crue vérité était suffisamment accablante. « Je ne veux pas que cela fasse la une des tabloïds, » ordonna Alexandre. « C'est trop vulgaire. Je veux que cela se propage comme un virus dans leur monde. » Des murmures lors des dîners de charité, des invitations annulées, des regards froids au polo de Paris. Je veux que tu transformes le nom de Vérac en synonyme de paria. Je veux qu'ils deviennent des fantômes dans la société qu'ils chérissent tant. Isabelle, une experte en démolition sociale, ronronna presque de plaisir. « Alexandre, mon cher, dit-elle, sa voix comme de la soie et du venin, considère-les comme socialement enterrés. » Alors que les deux Vérac étaient coincés dans une file de sécurité à l'aéroport commercial, entourés par les gens mêmes qu'ils méprisaient ouvertement, la machinerie invisible de leur chute était déjà en mouvement. Le téléphone de Charles-Henri commença à vibrer sans arrêt. D'abord, son courtier demandant pourquoi les transactions sur les actions d'Innovatech avaient été soudainement gelées en attente d'un communiqué de presse. Puis, un associé subalterne frénétique l'interrogeant sur les rumeurs qui circulaient au sujet de l'échec de leur accord. Au moment où ils montèrent enfin à bord d'un vol commercial bondé et chaotique pour la Corse, coincés dans des sièges du milieu dans la dernière rangée près des toilettes, Charles-Henri reçut l'appel qu'il redoutait. C'était le président du conseil d'administration de Vérac Capital. Charles-Henri, la voix du président était glaciale. « Qu'est-ce que vous avez fait ? » « Je viens de raccrocher avec Marc Fournier. Il me dit que l'accord avec Innovatech est mort, quelque chose à propos de votre incompatibilité éthique. Et il a mentionné un nom, Alexandre Dubois. » Charles-Henri sentit le sol se dérober sous ses pieds. « C'est une affaire personnelle, » balbutia-t-il, la sueur perlant sur son front. « Une affaire personnelle qui vient de coûter à cette société 100 millions d'euros et sa réputation, » rétorqua le président. « Nous convoquons une réunion d'urgence du conseil d'administration lundi matin. Vous avez intérêt à avoir une sacrée bonne explication. Je vous suggère de prendre un avocat. » La ligne fut coupée. Pour Éléonore, la punition fut plus subtile, mais non moins brutale. Son téléphone, habituellement un flux constant de messages et d'invitations de ses amis de la haute société, devint silencieux. Un email arriva du président du prestigieux bal d'automne, l'informant que, en raison de circonstances imprévues, sa place au sein du comité d'organisation avait été révoquée. Un texto de sa meilleure amie annulant leur déjeuner hebdomadaire à l'Ambroisie était bref et sans explication. Ils étaient en train d'être systématiquement effacés de leur propre vie. Leur argent, qu'ils pensaient les rendre invincibles, s'avéra inutile. Ils ne pouvaient pas racheter leur réputation. Ils ne pouvaient pas réparer les dégâts. Ils avaient bâti toute leur identité sur les fondations de la richesse et du statut social, et Alexandre Dubois, avec quelques appels téléphoniques discrets, venait de les démolir. Alors que leur vol commercial tanguait dans les turbulences, Charles-Henri et Éléonore restaient assis en état de choc, la réalité de leur situation s'abattant sur eux. Ils avaient regardé un homme et n'avaient vu que la couleur de sa peau. Ils l'avaient jugé sans importance et, dans leur arrogance, avaient donné un coup de pied dans un nid de frelons, sans jamais réaliser qu'il s'agissait en fait du nid tout entier.
La rétribution karmique qu'ils avaient si nonchalamment semée leur revenait, non pas comme une tape sur les doigts, mais comme une boule de démolition. Et ce n'était que le début. 3 jours plus tard, Alexandre et Chloé étaient assis sur une plage tranquille et baignée par la lune en Corse. La nuit était douce, l'air rempli du chant mélodieux des grenouilles arboricoles. Devant eux, l'eau d'une crique isolée scintillait d'une lueur d'un autre monde. Chaque fois qu'une vague clapotait sur le rivage, une phosphorescence vert éthérée illuminait l'eau, et chaque poisson qui filait sous la surface laissait une traînée de lumière liquide. Chloé, pieds nus dans le sable, gloussait de joie en plongeant ses mains dans l'eau, les regardant s'illuminer comme si elle jetait un sort. « Papa, tu avais raison !» s'exclama-t-elle, son visage une image parfaite d'émerveillement. « C'est de la vraie magie. » Alexandre sourit, un sourire profond et sincère de contentement. En regardant la joie de sa fille, il sentit les derniers vestiges de la colère du vol se dissiper enfin, remplacés par un profond sentiment de paix. C'était ça qui comptait, c'était ça, la vraie richesse. Il l'avait protégée de la laideur du préjugé des de Vérac, mais il savait qu'il ne pourrait pas la protéger éternellement. Le monde était plein de gens comme les de Vérac. Il devait l'équiper, non pas de cynisme, mais d'estime de soi. « Chloé, dit-il doucement, la serrant contre lui, tu te souviens des gens dans l'avion, ceux qui n'étaient pas gentils ?» Elle hocha la tête, son expression devenant sérieuse. La dame avec les yeux méchants. « Oui, la dame avec les yeux méchants, » confirma Alexandre. « Parfois, tu rencontreras des gens qui ont quelque chose de laid à l'intérieur d'eux. Ça les pousse à dire des choses méchantes ou à maltraiter les autres, surtout ceux qui ont l'air différents d'eux. » Il regarda l'eau lumineuse. « Mais tu dois te rappeler que leur laideur n'a rien à voir avec toi. Elle a tout à voir avec eux. C'est comme s'ils portaient une grosse pierre sombre et lourde, et ça les rend malheureux. Alors ils essaient de donner un morceau de cette pierre aux autres. Tu ne dois jamais, jamais la prendre. » Il tapota doucement sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. « Ta lumière, ta magie, dit-il, reprenant ses propres mots. Elle est juste ici, elle est brillante et belle, comme cette eau, et tu ne dois jamais laisser personne, personne, l'assombrir. » Tu comprends? Chloé regarda ses mains lumineuses, puis le visage aimant de son père, et hocha la tête solennellement. « Je ne le ferai pas, papa. Je garderai ma magie en sécurité. » C'était une promesse simple, mais pour Alexandre, c'était tout. Il avait transformé une expérience douloureuse en une leçon puissante, renforçant leurs liens et les valeurs de gentillesse, de résilience et d'une inébranlable estime de soi. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, les de Vérac vivaient leur propre forme d'atterrissage. Leur monde n'avait pas seulement été ébranlé, il avait été complètement et irrémédiablement brisé. Charles-Henri de Vérac fut licencié. La réunion du conseil d'administration n'était qu'une formalité, une exécution publique. La perte du contrat avec Innovatech était une catastrophe, et les rumeurs sur son manque d'éthique l'avaient rendu toxique. Aucune entreprise ne voulait de lui. Sa carrière, source d'une immense fierté et de pouvoir, était terminée. L'exil social d'Éléonore était complet. Elle était un fantôme dans les cercles qu'elle avait autrefois dominés. Ses amis traversaient la rue pour l'éviter. Les invitations cessèrent. Les murmures la suivaient partout où elle allait. Son identité, si profondément liée à son statut social, s'était dissoute. Le coup de grâce, dans l'ironie la plus cruelle, arriva 1 mois plus tard. En raison des pertes financières catastrophiques et des frais juridiques croissants liés au procès pour licenciement abusif de Charles-Henri, ils furent contraints de vendre leur immense appartement de l'avenue Foch. Ils durent réduire leur train de vie, liquider leurs actifs et apprendre la dure leçon que leur mode de vie était un château de cartes construit sur des fondations de pouvoir perçu.
La scène finale de leur chute se déroula en silence. Ils se trouvaient à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, se préparant à déménager dans un petit condominium anonyme près de Montpellier. Ils n'étaient plus dans les salons sereins et exclusifs d'un terminal privé. Ils étaient dans l'agitation chaotique, bondée et suffocante du terminal principal. Ils faisaient la queue dans une longue file sinueuse qui semblait à peine bouger. C'était une file de gens de toutes races, de toutes origines, de toutes classes sociales. Des bébés qui pleurent, des familles qui rient, des étudiants avec des sacs à dos, des couples de personnes âgées, les gens même qu'ils avaient passé leur vie à mépriser. Alors qu'ils avançaient à petits pas, un panneau au-dessus d'eux devint visible. C'était un panneau de compagnie aérienne standard, avec une flèche les dirigeant vers leur porte d'embarquement. Le panneau disait « Classe économique ». Charles-Henri le vit en premier. Son visage, déjà marqué par le stress et l'échec, se contracta. Il laissa échapper un son qui était à mi-chemin entre un hoquet et un sanglot. Éléonore suivit son regard et porta une main à sa bouche. Ils se tenaient là, immobiles, fixant les mots qui étaient devenus l'épitaphe de leur ancienne vie. Ils étaient exactement là où ils devaient être. Dans la file d'attente qu'ils avaient, si cruellement, si arrogamment, tenté d'assigner à un homme meilleur. La rétribution n'était pas seulement sévère, elle était poétique, elle était absolue. Ils n'avaient pas seulement perdu leur argent ou leur statut, ils avaient été forcés de faire face au vide de leur propre âme. Et c'était, en fin de compte, la plus grande perte de toutes. Un an plus tard, le souvenir des deux Vérac s'était estompé, non pas dans l'oubli, mais en une leçon formatrice, une cicatrice qui s'était refermée pour devenir un rappel de force. L'incident sur le G700 était devenu bien plus qu'un moment de rétribution satisfaisante. Il était devenu le catalyseur d'Alexandre Dubois. Il avait affiné sa concentration, non pas sur la vengeance, mais sur son véritable objectif, construire un héritage dont Léa serait fière et un monde digne de sa fille. Le décor de ce nouveau chapitre n'était pas une salle de conseil d'administration stérile ou un jet privé luxueux, mais le campus tentaculaire et ensoleillé de la nouvelle académie d'excellence Léa Dubois, à la périphérie de Lyon. L'académie était une école de la maternelle à la terminale, ultramoderne et gratuite, conçue pour accueillir des élèves défavorisés mais brillants. C'était l'incarnation tangible de sa conviction que le génie peut se trouver n'importe où, mais que les opportunités, elles, ne le peuvent pas. C'était son véritable héritage pour Chloé. Pas ses milliards, mais un monde où plus d'enfants comme elle, quel que soit leur milieu, auraient la chance de laisser briller leur propre lumière. Aujourd'hui, c'était l'inauguration officielle de l'académie. Le campus bourdonnait d'énergie. Des familles, pour la plupart issues de l'immigration, se promenaient sur les terrains impeccablement entretenus avec des expressions d'émerveillement et d'espoir. Leurs enfants, vêtus de tout nouveaux uniformes bleu marine et or, se poursuivaient sur les pelouses bien entretenues, leurs rires faisant écho entre les bâtiments dédiés à la science, aux arts et à la technologie. Alexandre se tenait sur une scène de fortune érigée sur la place principale. Chloé à ses côtés, lui tenant la main. Elle avait maintenant 8 ans, un an de plus de sagesse. Elle regardait la mère de visage, non pas avec la timidité d'un enfant sous les feux de la rampe, mais avec une confiance tranquille qui reflétait celle de son père. La leçon sur la plage de Corse avait pris racine. Elle connaissait sa propre magie. Et elle apprenait à la voir chez les autres. Marc Fournier, le PDG d'Innovatech, se tenait au premier rang à côté de Camille, l'hôtesse de l'air de ce vol fatidique. Après l'incident, Alexandre avait été si impressionné par la grâce de Camille sous pression qu'il l'avait personnellement promue. Elle dirigeait maintenant l'ensemble du programme de formation du personnel de cabine de Ciel Dubois, chargé d'inculquer la philosophie du luxe par le respect à chaque nouvel employé.
Elle était devenue une amie de confiance. Quand Alexandre s'approcha du pupitre, un silence tomba sur la foule. Il ne portait pas de costume de pouvoir, mais une simple chemise en lin à col ouvert et un pantalon. Il ne ressemblait pas à un philanthrope milliardaire, mais à un père de famille fier du quartier. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix chaude et amplifiée par les haut-parleurs. « Il y a un peu plus d'un an, ma fille et moi voyagions, et nous avons rencontré des gens qui pensaient que nous n'étions pas à notre place. Ils nous ont regardés et nous ont jugés. Ils nous ont considérés comme inférieurs, simplement à cause de la couleur de ma peau. Ils ont essayé de nous mettre dans une boîte, de nous assigner une place inférieure. » Il fit une pause, son regard balayant la foule, rencontrant les yeux de parents qui connaissaient trop bien ce sentiment. Ce fut un moment horrible, mais il m'a appris quelque chose d'important. Il ne suffit pas de construire son propre jet privé pour échapper à ce genre de laideur, car le monde est plus grand qu'un jet privé. Le vrai travail, c'est de changer le monde lui-même, pour qu'un jour, personne n'ait besoin d'un endroit pour s'échapper. Il fit un geste vers les bâtiments étincelants qui les entouraient. Cette académie est notre réponse à cette laideur. C'est notre déclaration que le génie n'est pas confiné à un code postal, une race ou une classe sociale. C'est notre promesse que la seule file d'attente qui compte ici est le chemin que vous tracez pour vous-même en esquissant l'avenir de vos rêves. Sa voix se brisa d'émotion en parlant de sa défunte femme. Ma femme, Léa, croyait que l'éducation était la seule forme de vraie magie qui pouvait égaliser les chances. Elle croyait qu'en chaque enfant se trouve une étincelle de génie qui n'attend que le bon carburant. Cette école était son rêve, et j'en suis simplement l'humble gardien. Puis, il baissa les yeux vers Chloé. Mais cette école est aussi une leçon pour ma fille, et pour tous les jeunes enfants ici aujourd'hui. Il s'agenouilla, emportant le micro avec lui pour être à leur niveau. Je veux que vous regardiez tous autour de vous. Regardez vos camarades de classe. Ils ont peut-être l'air différents de vous, viennent d'endroits différents, mais chacun d'eux et chacun d'entre vous a une lumière à l'intérieur de lui. Votre travail, votre seul travail, est de laisser cette lumière briller aussi fort que possible et d'être celui qui aide les autres à voir leur propre lumière, surtout quand ils ont oublié qu'elle est là. Une ovation sincère et retentissante, éclata dans la foule. C'était un moment de connexion profonde, une compréhension partagée des luttes surmontées et des avenirs encore à écrire. Plus tard dans la journée, après la cérémonie, Alexandre se promenait dans les couloirs avec Chloé. Elle lui montra sa nouvelle salle de classe, l'atelier d'art avec ses immenses baies vitrées et la bibliothèque qui sentait les livres neufs et les possibilités infinies. Alors qu'il passait devant une grande carte du monde interactive, Chloé toucha une petite lumière clignotante au-dessus de la Méditerranée. « L'eau qui brille », dit-elle doucement. « L'eau qui brille », confirma Alexandre. « Un peu de magie. C'est pour ça que les couleurs de l'école sont le bleu et le jaune, n'est-ce pas demanda T.L., son esprit faisant un lien. Comme l'eau la nuit et le soleil le jour, Alexandre s'arrêta, sincèrement surpris et profondément ému. Il n'avait pas consciemment fait ce lien, mais elle avait raison. « Tu sais quoi, ma Luciole ?» dit-il, sa voix étranglée par la fierté. « Je crois que tu as tout à fait raison. C'est la lumière dans l'obscurité et la lumière du jour. Tout cela fait partie de la même magie. » Loin de là, dans une banlieue ensoleillée et humide de France, la magie avait depuis longtemps disparu pour les deux Veyrac. Leur vie était un portrait silencieux de la justice karmique. Ils vivaient dans une maison standard, dans une communauté fermée où le principal événement social était le tournoi de bridge hebdomadaire. Charles-Henri, incapable de trouver du travail dans la finance, avait accepté un poste de consultant,
un euphémisme pour un homme qui passait ses journées à appeler de petites entreprises pour tenter de leur vendre des polices d'assurance. Sa voix, autrefois résonnante d'autorité, était maintenant teintée du désespoir là d'un petit vendeur. Les journées d'Éléonore étaient une boucle monotone de courses, de télévision l'après-midi et de soins à un parterre de bougainvilliers flétris sur leur patio. Les châles en cachemire avaient été remplacés par des cardigans en coton. Le Dom Pérignon était un lointain souvenir, remplacé par du vin en cubi bon marché. Leur vie sociale était inexistante. Ils n'avaient pas d'amis, seulement des voisins avec qui ils échangeaient des hochements de tête polis et tendus. Le poison de leurs préjugés n'avait pas seulement fait d'eux des parias, il avait rongé leurs propres relations, les laissant comme deux étrangers aigris piégés dans une maison pleine des fantômes de ce qu'ils avaient perdu. Ils purgeaient une peine à perpétuité, non pas dans une prison de barreaux et d'acier, mais dans une prison d'anonymat et de médiocrité suffocant, le destin même qu'ils craignaient autrefois plus que tout. Ils étaient dans leur propre file d'attente de la classe économique et ils y resteraient pour le reste de leurs jours. Ils étaient une fable édifiante, mais une que le monde qui compte avait déjà oubliée. Pour Alexandre, l'histoire avait une véritable fin. Il n'était plus seulement le milliardaire qui possédait l'avion. Il était l'architecte des opportunités, le père qui avait transformé une insulte douloureuse en un héritage durable. Alors qu'il regardait Chloé courir pour rejoindre un groupe de ses nouveaux camarades de classe, leurs rires une symphonie d'espoir, il savait qu'il lui avait donné quelque chose de bien plus précieux que la richesse. Il lui avait appris à hériter de la lumière.